Bon, on va commencer. Alors, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour ce premier live Parlons Finance. Donc, j'aurai le plaisir d'animer ce live avec mon associée, Hélène Barrousset, fondatrice d'Eparnissimo. Donc, pour cette première, nous avons la chance de recevoir la célèbre maison de gestion Carmignac et plus particulièrement Monsieur Didier Saint-Georges. Bonsoir Didier. Membre du comité d'investissement stratégique chez Carmignac, et Pierre Andriveau, directeur régional de la distribution externe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Xavier Gérard est également présent parmi nous ce soir, même s'il n'interviendra pas en tant que tel sur la présentation, mais ça permet de mettre un visage sur une voix pour nos nombreux clients présents ce soir, qui ont souvent affaire à Xavier lors des discussions qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de notre offre. Bonsoir. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire un point sur les éléments clés de notre offre, puis je laisserai la main à mon associé afin qu'elle anime la seconde partie de la conférence que vous attendez avec impatience. Donc, je rappelle le programme, donc on fait un bref rappel sur notre offre. Ensuite, on va aborder les mandats de gestion Carmignac au sein de l'offre Eparnissimo avec Pierre Andriveau. Et on finira donc bien sûr par la partie perspective et stratégie d'investissement 2021 avec Didier Saint-Georges. Alors, pour revenir sur notre offre, aujourd'hui, Eparnissimo a été créé en 2009. Ça représente aujourd'hui plus de 2500 clients au sein de notre gamme, donc une gamme complète et accessible. Aujourd'hui, on a donc 2 contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, on va faire un focus important sur le contrat Croissance Avenir avec notre partenaire Suravenir. On a également donc deux plans d'épargne retraite individuels et un contrat de capitalisation. Notre contrat phare, donc Croissance Avenir, aujourd'hui, c'est un des contrats d'assurance vie les plus complets à frais réduits. Donc, comme vous pouvez le voir, le standard Internet est respecté. On est à 0 de frais d'entrée d'arbitrage, 0,6 de frais annuels de frais de gestion euros ou UC, indépendamment du choix que vous faites. Et à l'intérieur de ce contrat, vous avez donc 3 modes de gestion disponibles. La gestion libre, la gestion profilée, et celle qui nous intéresse ce soir, la gestion pilotée conseillée par Carmignac. Focus donc sur la gestion pilotée conseillée par Carmignac, sachant que c'est la seule offre que nous avons en gestion pilotée sur notre contrat Croissance Avenir. C'est une particularité et elle est accessible donc dès 1 000 €, qui fait un ticket d'entrée assez bas pour accéder à une gestion de grande qualité, 3 profils adaptés à votre situation qu'on détermine en amont de votre souscription. Donc, soit profilé prudent, équilibré ou dynamique en fonction de votre profil de risque. Vous avez un reporting trimestriel qui vous est fourni par Carmignac, que nous vous fournissons, puisque voilà, c'est Carmignac qui nous donne l'ensemble des éléments du report. Et cette gestion conseillée par Carmignac vous coûte exclusivement 0,20% de frais additionnels aux 0,60 qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, je transmets la parole à Hélène, qui va dorénavant animer l'événement. Donc, bonsoir à tous. Par rapport à ça, donc maintenant, je vais laisser la main à Pierre Andriveau, qui va nous parler donc de la gestion pilotée Carmignac dans notre contrat Croissance Avenir. Eh bien, Pierre, je te donne la main. Alors, hop là, normalement, tu dois pouvoir intervenir. Je t'en prie. Super. Merci Hélène, merci Jean-Olivier, merci Xavier de nous recevoir ce soir. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de nos offres. Alors, ah, tu as un petit problème de son, Pierre. J'ai un petit problème de son. Le son s'est coupé. Tu m'entends? Oui, ça y est, je te réentends. Les joies du direct. Ah non, non, ça recoupe. Alors. Vas-y, réessaye, je t'en prie. Comment je passe le slide? Alors, il suffit de cliquer. Bon, je vais te le faire si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Hop,
Vas-y, passe le slide parce que dès que j'appuie sur la barre d'espace, ça me coupe le son, j'ai l'impression. Alors, donc vas-y, c'est bon, je le fais, pas de souci. Donc j'ai la lourde charge donc de vous présenter notre offre de gestion pilotée. Je dis ça parce que c'est jamais évident avec toutes les solutions de placement que vous avez à votre disposition de vous y retrouver. C'est pour ça que c'est intéressant de rentrer un petit peu dans le détail de cette offre qu'on a essayé de faire la plus simple possible. Donc avec l'assureur Suravenir et Épargnissimo, pour avoir une offre un petit peu clé en main, ce qu'on appelle, et qui va, selon les profils de risque que vous allez choisir, être en adéquation avec ça. Donc on a, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Olivier, choisi d'avoir 3 profils. On a un profil prudent que vous avez sous les yeux. Donc le profil est assez simple puisque là on va avoir 70% de fonds en euros et 30% d'unités de compte. Alors, les unités de compte, c'est les fonds que vous allez pouvoir avoir sur la gamme Carmignac, puisque nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de stratégies, une vingtaine de fonds disponibles. Et il y a un gérant sous mandat dans la maison Carmignac qui va faire cette allocation pour vous. Donc, on a dans ce profil prudent, on aura toujours 70% de fonds en euros. Et les 30% restants, ça va être un mandat qui va bouger dans le temps, qui va donc s'adapter à la fois aux conditions de marché, mais surtout à la vision que peut avoir Carmignac des marchés. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ces 30% seront uniquement des fonds actions. Ça va être une allocation qui va être choisie par le mandat. Donc, évidemment, quand on a 70% de fonds en euros et 30% d'unités de compte, là, il s'agit vraiment d'un profil prudent. On peut dire que ce genre de profil est là pour faire mieux que le fonds en euros. Et d'ailleurs, quand vous regardez les performances qui ont été très, très bonnes l'année dernière, puisque les performances sur un an, vous voyez, ce sont les performances de l'année 2020, puisque là, le reporting est à fin 2020. Donc, on a fait plus de 5% de performance sur ce profil-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu dans le temps. Et vous voyez que sur 3 ans, le profil a fait 7,5 de performance. Donc, on voit bien que le contrat est rempli de faire mieux que le fonds en euros. Et puis, petit détail, vous voyez que sur les principales positions, donc là, comprenez bien qu'il s'agit de l'ensemble de l'allocation. Donc, vous allez retrouver le fonds en euros qui représente 70%. Et ensuite, l'allocation qui est choisie par la maison Carmignac avec un certain nombre de fonds. Donc là, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, puisque l'allocation peut changer. Hein. C'est une grille d'allocation que le gérant envoie à l'assureur et il arbitre pour vous au sein du contrat. Et donc là, vous pouvez retrouver 4 fonds de la maison Carmignac, un fonds qui s'appelle Carmignac Sécurité, qui est un fonds obligataire, Carmignac Court Terme, un fonds qui s'appelle Carmignac Global Bond et Carmignac Patrimoine. Et vous voyez les pourcentages qui ont été choisis pour ce profil-là. Tu peux passer à l'autre profil, Hélène? Donc là, il s'agit du profil équilibré, donc exactement le même principe, sauf qu'en fait, on va ajuster le niveau du fonds en euros. Donc là, le choix a été fait de considérer qu'un profil équilibré aujourd'hui, c'était 40% de fonds en euros et 60% d'unités de compte. Donc, on va retrouver exactement ce même principe. Quand vous voyez les principales positions du fonds en bas du slide, vous allez retrouver les 40% de fonds en euros. Et là, une allocation qui est différente, puisque il s'agit d'un profil équilibré, donc un petit peu plus dynamique que le profil prudent. Et là, on va avoir donc notre fonds Global Bond qui est un fonds obligataire pour 13%, Carmignac Investissement qui est un fonds Action Monde pour 12%, Carmignac Patrimoine et Carmignac Sécurité pour le reste. Donc, vous voyez que cette allocation, si vous regardez, vous avez le reporting qui est à votre disposition tous les trimestres, vous allez voir que les fonds Carmignac vont changer en termes de pourcentage dans l'allocation, mais vous allez pouvoir voir apparaître aussi d'autres fonds de la maison selon les convictions. Et puis là aussi, le contrat est rempli puisque vous voyez qu'on a une performance de 10% l'année dernière sur ce profil-là. Et on a une performance aussi sur 3 ans du même ordre. Donc là, on arrive vraiment à générer de la performance, ce qui est un peu évidemment, plus on aura d'unités de compte dans le portefeuille et plus on générera de la performance sur le long terme. Et puis le dernier profil, Hélène, tu peux le passer. Donc c'est le profil la dynamique. Et là, la particularité qu'a ce profil-là, c'est qu'il n'a pas de fonds en euros.
Donc là, c'est une allocation uniquement 100% unité de compte sur les fonds de la maison Carmignac. Et donc là, vous voyez sur les principales positions, on va retrouver une grosse pondération sur notre fonds Carmignac Investissement, qui est un fonds Action Monde. Et puis après, du Carmignac Patrimoine, Carmignac Sécurité, Carmignac Grande Europe, qui est un fonds Action européen, et puis notre fonds obligataire Carmignac Global Bond. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le mandat carte blanche de la maison Carmignac. Vous allez avoir un gérant sous mandat qui va gérer une allocation de 0 à 100 uniquement en fonds de la maison Carmignac. Et puis, donc là, vous voyez aussi les performances qui ont été excellentes l'année dernière, de 15% pour ce profil-là, et environ 11% sur 3 ans. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, l'année 2018 avait été très compliquée. C'est pour ça que la performance sur 3 ans est moins forte que la performance de l'année dernière. Et petit rappel aussi sur les frais, puisque tu l'as noté, Jean-Olivier, on a des frais de gestion sous mandat de 0,20%. Et là, je tenais à revenir parce que c'est vraiment, c'est-à-dire que vous avez une allocation qui est gérée, donc vous ne vous en occupez pas, c'est vraiment quelque chose clé en main, pour uniquement 20 centimes de plus sur votre contrat, en plus des frais d'UC qui ont été annoncés par Jean-Olivier de 0,60. Donc, c'est vraiment une offre très compétitive pour avoir accès à une gestion comme Carmignac, qui a la chance d'avoir beaucoup de fonds, et surtout des fonds internationaux, des fonds européens, des fonds obligataires. On a vraiment une palette très très large pour aller investir partout dans le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur cette offre-là. Et je vais passer la main maintenant à Didier, qui va revenir sur 2 points. C'est-à-dire le premier point, nous expliquer pourquoi on a bien performé l'année dernière. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire fond par fond, mais pourquoi la maison a réussi à délivrer ces bonnes performances-là. Et puis ensuite, évidemment, les perspectives 2021 et le positionnement qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et parfait, si les gens ont des questions sur les profils, ils pourront également les poser après l'intervention de Monsieur Saint-Georges. Donc, je vais tâcher de laisser la main à Monsieur Saint-Georges en espérant qu'on n'ait pas les mêmes problématiques de son. Si c'est le cas, j'interviendrai sans problème. Allez-y, je vous en prie, Monsieur Saint-Georges, à vous. Alors, apparemment, ça fonctionne au niveau de la souris. Mais effectivement, il semble que dès qu'on utilise la souris, ça coupe le son. Ah. Alors, c'est étrange. Ouais, alors, vous inquiétez pas, je vais passer les slides si ça vous convient, bien évidemment. Bah, écoutez, je vous ferai signe. Pas de souci, je vais. Alors, ça vous va? On commence par ça. Oui, peut-être 2 mots avant de montrer la première slide. Donc d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et effectivement, comme le disait Pierre, on va essayer de comprendre un petit peu la dynamique qui nous a permis de capter de la performance dans la plupart de nos fonds l'an dernier, et dans cette dynamique, comment 2021 se présente. Et pour cela, il faut revenir un petit peu en arrière. Je pense que beaucoup d'entre vous se rendent compte qu'il y a des tas de choses assez bizarres qui se passent sur les marchés depuis quelque temps. J'entends parler de bulles beaucoup dans les médias. J'ai pas mal de réflexions sur le fait que l'économie n'a pas l'air d'aller très bien. Alors, quand se fait-il que dans ce cas-là, les bourses continuent de monter? Comprendre ces histoires d'inflation dont les journaux commencent à nous parler. Et tout ça, me semble-t-il, est très, très compréhensible si on comprend la dynamique. Donc, c'est ce que je voudrais vous expliquer là, juste rapidement, en quelques minutes. Et ça éclaire, me semble-t-il, assez bien ce qui s'est passé l'an dernier et donc la façon dont il fallait s'y prendre pour générer de la performance. Et me semble-t-il, ça va donner également quelques indications sur la façon de gérer 2021. Alors, le retour en arrière, je vous rassure, je ne vais pas remonter quand même au paléolithique, mais il faut remonter pratiquement à 12 ans, c'est-à-dire à la grande crise de 2008, si vous vous souvenez, grande crise financière. Et à cette époque-là, les gouvernements disent en gros, on est endetté, on a déjà des grands déficits. Donc, pour gérer la crise, désolé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on se tourne vers les banques centrales. Et toutes les banques centrales, à cette époque-là, 2009-2010, prennent la main
prennent la main et font ce qu'une banque centrale sait faire, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt, agir sur les taux d'intérêt pour rendre simplement l'argent plus facile. Et elles font une chose qui était révolutionnaire à l'époque, qui est devenue très courante maintenant, mais c'était vraiment la première fois de mémoire de banquier central que ça se produisait. Ils intervenaient sur les marchés financiers pour acheter des obligations détenues par les banques. Alors, si vous savez comment fonctionne le prix d'une obligation, si vous achetez les obligations et en grande quantité, ce que faisaient les banquiers centraux, eh bien les taux d'intérêt de ces obligations baissent. Et donc, faisant cela, en achetant ces obligations, ils ont fait baisser les taux d'intérêt des obligations en question. Cette action-là, ça s'est appelé avec le jargon des économistes, ça s'appelait du quantitative easing. Vous avez peut-être vu ces mots dans les médias pendant les 10 dernières années. Donc, quantitative easing pour faire baisser les taux d'intérêt obligataires et puis baisse des taux d'intérêt directeurs pour les taux à court terme. Et ces obligations qu'elles achetaient aux banques, eh bien, elles les détenaient dans leur bilan. Alors, peut-être passer au premier graphique où on va voir le graphique, alors c'est en couleur vert foncé, si je me trompe, non, c'est l'autre, c'est le vert clair. C'est la taille du bilan de la Fed, en l'occurrence. Alors la Fed, la banque centrale américaine, mais il y avait quelque chose de tout à fait similaire à la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Japon, elles sont toutes mises, se sont mis donc à acheter des obligations pour faire baisser les taux d'intérêt. Et on voit cette ligne, donc la taille du bilan de la Fed qui a considérablement augmenté. Vous voyez à quel niveau elle était en 2007, avant la crise. Et puis à quel point elle a augmenté au fil des années. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette période-là, il faut le comprendre pour voir à quel point 2020, de ce point de vue-là, a été une nouvelle révolution. Donc, la première révolution 2009, 2010 et les années suivantes, ça consistait à faire ce fameux quantitative easing. Et le problème avec ce quantitative easing, c'est que les banques ont vendu leurs obligations aux banques centrales, très bien. Donc, les banques ont récupéré en échange ce qu'on appelle de la liquidité, vraiment de l'argent sonnant et trébuchant, qu'elles auraient pu prêter aux particuliers, à nous, aux entreprises, et ça aurait aidé l'économie, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, les banques n'avaient pas tellement envie de prêter, n'avaient pas envie de prendre des risques. Il faut bien reconnaître qu'en face d'elles, les particuliers, les entreprises n'avaient pas énormément envie d'emprunter non plus, ce qui fait que tout cet argent qu'ont eu les banques, en fait, il n'est pas allé dans l'économie. Ces liquidités apportées par les banques centrales sont restées dans les bilans des banques. Alors, forcément, étant dans le bilan des banques, l'argent est allé se mettre là où il pouvait, donc pas dans l'économie réelle, pas dans la poche des consommateurs, mais plutôt dans les actifs financiers. Et donc, ça a permis à toute cette liquidité d'aller s'investir dans les actions, dans les obligations. Et ce qui fait que vous avez eu sur cette période-là, on le voit bien sur ce graphique, une hausse des marchés actions. Là, vous avez l'indice action américain. Vous avez eu la même chose dans une moindre mesure sur l'Eurostoxx et sur tous les grands indices mondiaux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les banques centrales injectaient des liquidités, donnaient de l'argent aux banques en échange de l'achat des obligations qu'elles détenaient, toute cette liquidité alimentait le prix des actifs financiers et donc la bourse montait. Donc on voit bien là le parallèle. Et le problème, et c'est ça la clé qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui en 2021, ce qui s'est passé pendant toute cette période-là, c'est quelque chose de tout à fait paradoxal et qui pose vraiment question aujourd'hui, 10 ans plus tard. C'est que comme ça ne marchait pas très bien, comme cet argent, finalement une part assez faible, allait dans l'économie réelle, eh bien, à chaque fois que l'économie décevait, ce qui a été le cas très souvent pendant ces 10 années-là, chaque fois que l'économie décevait, les banques centrales en remettaient encore une couche, essayaient d'intervenir encore plus, et donc les marchés actions en profitaient encore plus. Et donc, on était dans ce paradoxe pendant 10 ans où à chaque fois que l'économie finalement était vraiment un petit peu en retard, les marchés actions, eux, en profitaient d'autant plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une mauvaise nouvelle sur le plan économique, ça devenait une bonne nouvelle pour les marchés. D'où cette espèce de divergence paradoxale pendant toute cette période-là. Et si vous comprenez bien cette logique, qui peut paraître un peu perverse, mais c'est bien celle qui a vraiment prévalu pendant ces 10 ans, regardez en 2020 ce qui s'est passé.
il s'est passé exactement cela en pire, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'arrive la pandémie en début d'année 2020, les gouvernements décident de confiner leur population, donc l'économie s'écroule. Donc, dans un premier temps, naturellement, les marchés paniquent un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe la même chose que depuis 12 ans, c'est-à-dire très mauvaise nouvelle économique, donc intervention des banques centrales extrêmement forte, et donc les marchés actions en profitent. Et 2020 a été la quintessence de cette logique qui existe en réalité depuis 2008, c'est-à-dire qu'à une mauvaise nouvelle économique correspond un soutien tellement important des banques centrales que les actifs financiers en profitent de manière absolument considérable. Donc là, on comprend bien la logique et pourquoi les marchés ont monté en 2020. Donc il fallait comprendre, et franchement, vous voyez, avec cette observation, tout le monde pouvait le faire. Il fallait comprendre qu'en 2020, dès lors qu'on avait ce trou d'air économique, on le voit sur le graphique, hein, si on fait un zoom là sur la partie droite du graphique, on voit que l'économie s'est écroulée en effet en 2000. Au mois de mars ou à peu près, et bien immédiatement derrière, les marchés ont rebondi, donc c'était tout à fait envisageable. Et donc quand on a vu, nous, que les gouvernements, les banques centrales constataient que l'économie allait très mal, eh bien il était quasiment certain qu'elles allaient intervenir à due proportion derrière et que donc les marchés allaient pouvoir remonter. Donc c'est ce qui s'est passé. Sauf que en 2020, et je le mentionnais brièvement tout à l'heure, il s'est passé une autre révolution qui, à mon avis, va jouer là beaucoup sur 2021, et c'est ça qu'il faut comprendre. On peut passer au graphique suivant, qui vous indique là, d'abord, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, vous voyez, là, on est en variation, là, c'est pas la taille du bilan, c'est la variation de la taille du bilan, le graphique en vert foncé, donc, vous voyez, les très fortes hausses du bilan de la Fed, donc très bien, même chose même principe, je dirais, qu'en 2009-2010. Simplement deux choses. Un, c'était encore plus important. Vous voyez les ordres de grandeur là, hein, vraiment 2020, c'était une débauche de liquidités apportées par les banques centrales. Et puis, là où il y a révolution, c'est dans l'autre ligne sur ce graphique, la ligne vert clair ou grise, je ne sais pas trop, qui est l'évolution du déficit budgétaire américain. Alors encore une fois, on verra pour l'Europe, il s'est passé un phénomène similaire, d'une moindre mesure, j'y reviendrai, mais le point vraiment complètement différent, et vous le voyez là sur ce graphique par rapport à la crise de 2009, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas seulement les banques centrales, ce sont les gouvernements. Hein, vous vous souvenez, en 2008-2009, les gouvernements avaient dit, bah non, nous, désolé, on ne peut pas faire grand-chose. Cette fois-ci, non seulement Emmanuel Macron, mais tous les dirigeants de la planète, du monde développé, ont dit la même chose, à savoir, eh ben, quoi qu'il en coûte, on va augmenter les déficits, s'endetter, etc., pour cette fois-ci, ne pas seulement aider les marchés financiers, mais aider également l'économie réelle. Voilà. Alors ça, c'est très, très important parce que vous voyez sur ce graphique que l'on a le phénomène de 2008 en plus fort, auquel on ajoute en plus ce phénomène sur les déficits, c'est-à-dire le soutien budgétaire du gouvernement. Autrement dit, cette fois-ci, l'argent ne va pas rester dans les banques, il va dans la poche des consommateurs. Vous savez que le taux d'épargne en France, en Europe, aux États-Unis, le taux d'épargne a considérablement augmenté hein, en moyenne, parce qu'il y a eu tous ces soutiens qui d'ailleurs n'ont pas pu être complètement dépensés parce que les gens étaient réduits de leur mobilité, étaient confinés. Et donc, il y a un taux d'épargne énorme qui peut venir maintenant être consommé dès lors que les portes s'ouvriront de nouveau sur les magasins. Et donc là, il y a un vrai potentiel de consommation qui pourrait revenir enfin après le traitement de cette crise. Alors, il y a un mot de jargon là, que je vous propose de partager avec vous parce que je pense que vous allez le voir aussi souvent dans les médias, je pense dans les mois qui viennent, c'est le mot de masse monétaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Masse monétaire, c'est vraiment
l'argent qui est dans les comptes bancaires dans le pays. C'est l'argent vraiment qu'on peut dépenser. Une façon de comprendre cela, c'est que pendant les 10 années précédentes, il y avait eu toute cette création de liquidités dans les banques, mais la masse monétaire était restée à zéro parce que tout cet argent n'était pas allé dans les comptes bancaires des gens, il n'était pas devenu une épargne disponible pour les consommateurs. L'énorme différence cette fois-ci, c'est que la masse monétaire a explosé. Et si on regarde le graphique suivant, vous allez voir que visuellement, c'est tout à fait spectaculaire. Regardez sur la gauche, c'est pour l'OCDE, hein, donc tous les pays de l'OCDE, l'évolution de la masse monétaire, vous voyez au fil des années, quelque chose qui croît très peu, hein, c'est un taux de croissance qu'on a en graphique, et puis 2020, explosion de la masse monétaire. Autrement dit, cette fois-ci, il y a dans le monde beaucoup d'argent qui peut être potentiellement dépensé par les gens. Qu'il l'est assez peu pour l'instant parce que le chômage a augmenté, l'incertitude, les craintes, les confinements, etc. Mais l'argent, il existe et il peut être dépensé. D'où la grande question qui, me semble-t-il, va être l'affaire de 2021, c'est quelles conséquences ça va avoir, hein. On a cette situation littéralement révolutionnaire qui vient de 2020 et la question de 2021, c'est quelles conséquences ça peut avoir. Eh bien, immédiatement, ce que l'on se dit tous, je dirais les marchés en général, les investisseurs, nous-mêmes, on va dire gérants de fonds, on se dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir cette fois-ci, contrairement aux 12 dernières années, finalement une remontée de l'inflation? Parce que quand vous regardez sur le graphique de gauche, vous voyez bien que de manière tout à fait logique, la masse monétaire influence l'inflation, tout simplement parce qu'elle permet enfin d'être dépensée et donc d'acheter. Et donc, il y a un vrai souci là de la part des investisseurs que, alors que l'inflation a été très très faible ces dernières années, eh bien finalement, cette fois-ci, à cause de ce traitement de la crise de 2020, il y a vraiment un changement de direction pour l'inflation. Et alors se rajoute à ce phénomène et qui renforce ces craintes de l'inflation, et ça c'est davantage, beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, et je vais y revenir. Mais vous avez sur le graphique de droite un autre facteur qui pourrait faire monter l'inflation, et encore une fois, surtout pour les États-Unis, c'est le coût du travail. Et pourquoi? Parce qu'il s'est passé autre chose d'historique en 2020. C'est pour ça que je suis ravi qu'on ait cette discussion aujourd'hui, parce que vraiment, on est à l'issue d'une année 2020, je pense, qui restera non seulement dans les mémoires, mais dans les livres d'histoire économique. Il s'est passé autre chose qui est l'élection de Joe Biden, en remplacement de Donald Trump. Et Joe Biden a été élu avec une majorité au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat, qui lui donne une liberté totale pour mettre en place son programme économique. Or, son programme économique, c'est un programme qui consiste précisément à corriger qu'on a vu au début comme étant une sorte d'aberration, qui était que les marchés actions profitaient de tous ces soutiens des banques centrales pendant 12 ans, mais que l'économie réelle, les salaires, en avaient très peu profité. Et Joe Biden et sa majorité démocrate ont été élus sur un programme consistant à dire c'est plus possible. Hein, ça a créé des inégalités tellement énormes entre les salariés et les détenteurs d'actifs qu'il faut corriger ça. Et pour corriger cela, il faut naturellement augmenter les salaires, soutenir sous forme de subventions les plus démunis, donner des avantages sociaux par les entreprises plus importants. Et donc, le coût du travail va forcément augmenter suite à cela. C'est probablement tout à fait nécessaire. On voit à quel point les inégalités ont créé vraiment des bouleversements politiques aux États-Unis, mais clairement, ça va augmenter le coût du travail aux États-Unis. Et donc, si vous avez davantage de consommation et qu'en plus de ça, le coût du travail va augmenter, il n'est pas étonnant que les clients de toutes les gestions d'actifs se disent mon Dieu, si effectivement l'inflation, dont on avait complètement oublié le sujet depuis 10 ans, littéralement, hein, moi j'ai le regret d'avoir le souvenir des années 70 où l'inflation était vraiment un problème.
Et il est vrai que c'en est plus un maintenant depuis des années, mais l'inflation, ça a existé et ça peut exister de nouveau. Et on voit bien que là, il y a les ferments, d'un sujet d'inflation qui pourrait commencer dès 2021. Alors, naturellement, la première chose à laquelle on pense si on a un sujet d'inflation, c'est les taux d'intérêt, naturellement. Et regardez le graphique suivant. C'est un graphique qui date de la fin d'année dernière. Et il est assez parlant. Alors, c'est juste un exemple, mais je trouve assez parlant. C'est que vous voyez que comment dirais-je, une mesure ou une illustration classique de l'inflation qui pourrait monter, c'est les matières premières. Et là, vous avez le prix du cuivre. Et on voit que depuis la fin de l'année dernière, le prix du cuivre avait commencé à augmenter sérieusement. Et puis, les taux d'intérêt ne bougeaient pas. Les taux d'intérêt, vous avez là les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, ils restaient très bas. Et donc là, il y avait véritablement une interrogation qui a été de se dire, est-ce que les taux d'intérêt peuvent, comme ça, rester aussi bas qu'ils ont été depuis des années, alors que le prix des matières premières augmente, la masse monétaire, donc cet argent disponible à être consommé, a explosé, et qu'en plus de ça, le coût du travail risque d'augmenter. Et donc le sujet dès la fin de l'année dernière, c'était de se dire, naturellement, la première conséquence de tout ce que je viens de raconter là depuis 10 minutes, ça va être une hausse des taux d'intérêt. Et si vous regardez ce qui se passe là depuis quelques semaines, littéralement, bien c'est exactement ça. Et vous avez peut-être déjà vu dans les médias un sujet qui est de se dire, bah, les taux d'intérêt vont commencer à monter, donc est-ce que ça peut pas non seulement naturellement être un problème quand on investit dans les marchés obligataires, et puis d'autre part, au bout d'un certain temps, est-ce que cette hausse des taux d'intérêt peut pas quand même poser problème, pas seulement pour les obligations, mais également pour les actions. Hein, si vous êtes une entreprise et que vos taux de financement, votre coût de financement commence à augmenter, ben naturellement, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, ça pourrait pénaliser également les marchés actions. Alors, il ne faut pas trop paniquer. Oui, allez-y. Monsieur Sajor, justement, j'ai une question par rapport justement à l'inflation. Donc, vous dites justement risque inflationniste. On a aujourd'hui donc les obligations américaines qui justement commencent à augmenter. Les taux d'intérêt, comme vous nous le dites, ont augmenté également. Donc, OK, le risque inflationniste, mais ça va donner quoi en vrai sur les marchés? J'ai envie de vous dire, voilà, ça va donner quoi en vrai si demain on rentre en inflation? Oui, alors, l'inflation, on l'a beaucoup étudié, je vous disais, à l'époque où il y en avait. Alors, c'est vrai que c'est tellement devenu un sujet complètement théorique depuis 10 ans que plus personne vraiment n'a en tête les conséquences de l'inflation pour les marchés. Il faut bien se dire que ce n'est pas forcément du tout une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que l'inflation qui monte, c'est plutôt une bonne chose. Il faut bien voir que depuis 10 ans, on se plaignait tous qu'il n'y ait pas du tout d'inflation. Parce que s'il n'y a pas d'inflation, bah, ça devient très compliqué, même quand on est une entreprise, de pouvoir monter ses prix. Les taux d'intérêt sont très bas, ils ne rapportent plus rien. Donc, monter l'inflation en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt le signe que l'économie va mieux en réalité. Et quand vous regardez depuis cette période que je vous montre sur le graphique là, où fin 2020, les taux d'intérêt commençaient à monter, les actions ont monté également. Hein, c'était pas un souci en soi. Et ça, c'est dû aussi au fait que, rappelons-nous que les banques centrales qui, depuis 10 ans, maintenaient les taux très bas, vont faire tout ce qu'elles peuvent pour éviter que cette éventuelle remontée des taux d'intérêt soit désordonnée. Et donc, le scénario aujourd'hui qui se profile, c'est oui, une remontée de l'inflation, donc une remontée des taux d'intérêt, mais quelque chose d'ordonné. Donc, une normalisation plutôt bien gérée, qui sera d'autant plus possible et visible pour nous, Européens, si vous regardez sur le graphique suivant, c'est que ce que je vous ai montré pour les États-Unis est quand même beaucoup moins important en Europe et même au Japon. Vous voyez les ordres de grandeur là sur la fameuse masse monétaire qui a effectivement explosé aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas quand même en Europe et au Japon. Si vous ajoutez à cela l'espèce de dynamique économique, on n'a pas Joe Biden, on n'a pas ce programme de relance à tout crin en Europe, et de même, la réouverture de l'économie avec les vaccins
avec quelque chose qui peut vraiment déclencher une accélération de la consommation, c'est beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe pour l'instant. Donc ce phénomène d'inflation, il ne faut pas le voir comme un épouvantail absolu. C'est quelque chose qui, parce qu'on part de niveaux très très bas, quelque chose qui peut quand même créer des frissons et encore une fois, beaucoup de collègues qui ont moins de cheveux gris que moi ont jamais vu d'inflation littéralement. Hein. Et donc, il y a vite des réactions un petit peu d'angoisse, si j'ose dire. Enfin, c'est pas en soi mauvais. Regardez sur le graphique suivant pour l'Europe. Je trouve ça quand même je ne veux pas dire rassurant, mais placide. C'est-à-dire, vous voyez, les deux courbes grises, c'est l'activité en Europe, des indices d'activité en Europe. Eh bien, vous voyez que quand il y a eu le premier confinement au printemps 2020, il y a eu un effondrement. Aujourd'hui, avec le deuxième confinement et les diverses mesures de contrôle, l'économie n'arrive pas à accélérer, mais elle ne chute pas non plus dans la même mesure qu'en 2020. Donc en Europe, on est dans une espèce de relance lente. Et donc l'inflation n'est pas une grande menace en Europe. Hein. Oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là, j'ai en plus une question justement sur le sujet d'un de nos clients, donc c'est parfait. Donc plutôt au risque inflationniste qui pourrait, comme vous dites, donc plutôt aux États-Unis. Et par contre, en Europe, justement avec la population qui vieillit, est-ce qu'on tendrait plus la population qui vieillit, les taux bas, etc. Justement le côté un peu mou, hein, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'irait pas vers un scénario à la japonaise, quoi, c'est-à-dire quelque chose pendant 30 ans, pas d'inflation, pas de déflation, pas rien. Donc c'est ça en fait. Bah, c'est là qu'on était jusqu'à présent. Hein. C'était un petit peu ça le côté déprimant en Europe, si j'ose dire, c'était que l'Europe se japonisait. Hein, une population qui vieillit, des taux d'intérêt très bas, pas d'inflation, une épargne qui augmente et qui est de moins en moins dépensée, qui est juste placée, ce qui contribue à ce que les taux restent faibles. Et donc, on était en train de se japoniser, ce qui n'était pas tragique, mais ce qui n'était pas non plus particulièrement enthousiasmant. Et donc, la bonne nouvelle potentiellement là, c'est que on a des gouvernements qui se disent, certes, c'est pour une cause qu'on aurait bien voulu éviter, hein, cette crise sanitaire, mais n'empêche qu'à l'occasion de cette crise-là, eh bien, nous, gouvernement, on a mis en mouvement une dynamique de soutien économique beaucoup plus important que ce qu'on avait eu les 10 années précédentes. Et donc, on peut peut-être sortir de la japonisation avec une croissance qui reprendrait quand même un peu plus de vigueur par rapport aux années précédentes. Et donc, oui, hausse des taux probablement en Europe, mais relativement tempérée. Si vous regardez sur le graphique suivant, ce qu'on aura probablement, c'est une hausse des taux, mais vous voyez, quand on compare, alors là j'ai pris les taux allemands et les taux américains, c'est la même direction, mais c'est quand même pas la même rapidité. Et donc, on peut raisonnablement anticiper que dans un scénario comme ça, aux États-Unis, on peut avoir un risque de surchauffe, c'est-à-dire trop d'inflation, trop de hausse de taux, trop vite, trop fort, et donc des marchés quand même qui soient un peu inquiets. Et paradoxalement, si j'ose dire, parce que l'Europe n'est pas dans une telle dynamique, quelque chose qui en réalité soit plus facile à digérer. Voilà. Donc la situation nécessiterait de la gestion parce que quand les taux d'intérêt montent, eh bien, il faut le gérer. On n'est plus dans la situation où c'est le calme plat et on peut l'ignorer. Là, il va falloir le gérer, mais ça me semble faisable. Alors, avant qu'on passe aux questions-réponses et puis peut-être à la conclusion avant cela, je voulais juste attirer votre attention sur une région du monde qui, dans tous ces bouleversements, s'en tire pas mal du tout, c'est l'Asie. Et bien sûr, au sein de l'Asie, la Chine. Alors, pour des raisons, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans l'actualité ces derniers mois ou ces derniers trimestres, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'Asie a profité de deux choses. Et c'est vrai que ce n'est pas que la Chine, hein, la Corée en fait partie, Taïwan en fait partie, profite de deux choses. Alors, la première, je crois que tout le monde le sait, c'est que c'est une région du monde qui, pour diverses raisons, a plutôt bien géré le côté sanitaire. Ils avaient l'habitude du SRAS, ils portent tous des masques sans qu'il y ait des pandémies, etc. Donc il y a eu toutes ces
ces choses-là. Et puis la Chine est un régime qui a imposé des confinements extrêmement violents tout de suite. Et donc, pour toutes ces raisons, la crise sanitaire a été vite réglée. Malheureusement, elle a été exportée. Mais en attendant, c'est vrai que c'est une région du monde qui est sortie de la crise sanitaire bien plus tôt que les autres. Donc, l'économie va plutôt bien en Asie aujourd'hui. Puis la deuxième chose, et ça les gens ne le savent pas toujours, mais qui a été très favorable en Asie, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin, eux, de faire ces débauches de dépenses budgétaires qu'ont fait les États-Unis et l'Europe, ces énormes déficits. Pourquoi? Alors d'abord parce qu'effectivement la pandémie a été vite réglée, mais aussi de manière très typique de cette région-là, c'est qu'ils ont profité, eux, exportateurs, des plans de soutien à la consommation qu'il y avait en Europe aux États-Unis. C'est-à-dire que l'économie américaine, européenne était grippée par la pandémie, mais ils distribuaient de l'argent aux consommateurs pour qu'ils puissent continuer de consommer. Et donc, qui fournissait ces biens aux consommateurs américains et un peu européens? C'était les Chinois, les Coréens, les Taïwanais, etc. Donc, ça a été une période 2020 pendant laquelle l'Asie a exporté énormément vers les États-Unis, vers l'Europe. Et donc, l'économie asiatique s'est très bien comporté en 2020. Si vous regardez le dernier graphique, la page suivante, vous voyez deux choses. Sur la gauche, vous voyez que la Chine, la Corée du Sud n'a pas eu besoin de relance budgétaire considérable, donc ils n'ont pas les déficits qu'on a aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, donc ils ont encore, eux, la marge de manœuvre en cas de besoin. Et vous regardez sur le graphique de droite, c'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez qu'en 2020, leur récession ou leur économie a été beaucoup moins affectée que l'économie européenne ou américaine. En Chine, ils ont même eu de la croissance. Et en 2021, leur croissance sera plus forte même que la nôtre, parce qu'ils repartent avec moins de retard. Donc voilà, c'est une région du monde qui, simplement à cause des circonstances, s'en est vraiment très bien tirée. Et donc, pour nous, en tant qu'investisseurs, il est clair que c'est une région qui aujourd'hui est intéressante, aussi bien d'ailleurs pour les actions que pour les obligations. Voilà, donc je vais juste conclure avec la dernière slide, si vous voulez. Oui. Et après, si vous avez des Mais questions, là, j'ai une question sur le sujet. Vous voulez allez-y, répondre je vous en prie. Alors, donc, justement, j'avais une question sur le sujet par rapport à la Chine, donc la guerre économique entre Chine et USA, qui s'est quand même bien calmée, j'ai envie de dire, avec 2020, avec la crise sanitaire. Mais donc, il y a eu en plus l'élection de Joe Biden. Maintenant, ça devrait repartir. Qu'est-ce que vous pensez que ça risque de donner à terme? Justement, vous l'anticipez ça comment par rapport à, je dirais, à demain, quand la crise sanitaire sera derrière nous, j'ose espérer. Donc voilà comment ça risque de finir entre les USA et la Chine. Je ne suis pas persuadé que Joe Biden va être plus sympathique avec la Chine que Trump, sauf qu'il le fera de manière beaucoup plus civile et courtoise, en essayant d'utiliser plus, à mon avis, son cerveau que ses muscles. Mais en revanche, ce qui me semble très clair, c'est que l'attitude de Trump a en réalité obligé la Chine, ou en tout cas énormément encouragé la Chine, à devenir de moins en moins dépendante des États-Unis. Ils se sont rendus compte qu'à tout moment, les États-Unis pouvaient mettre les entreprises chinoises sur une liste noire, pouvaient les interdire d'exporter, etc. Et donc la Chine, qui avait organisé, un petit peu comme nous tous, organisé son économie en se disant certaines choses, on ne va pas les produire nous-mêmes, on va simplement les importer des États-Unis parce qu'ils ont de l'avance, on va en profiter. Mais ils se sont rendus compte que ça les rendait vulnérables. Un petit peu comme nous, on est devenu un peu vulnérable de devoir importer peut-être nos masques ou autre chose. Donc, la Chine s'est vraiment rendu compte qu'il fallait qu'ils deviennent beaucoup plus autonomes. Et donc, ça va continuer. Et je pense que, entre autres, avec cette dynamique-là qui est lancée en 2021, je pense que la Chine, qui naturellement était déjà une puissance absolument majeure globalement, va devenir une économie beaucoup plus autosuffisante, et notamment en termes de technologie, puisque bien sûr,
au XXe siècle, quand on voulait être indépendant, il fallait avoir des matières premières, du pétrole, etc. Au XXIe siècle, quand on veut être indépendant, il faut avoir des semi-conducteurs, la technologie des puces électroniques. Et donc, dans ces domaines de technologie, la Chine a fait un effort absolument considérable. Et nous, c'est vraiment très frappant parce que quand on demande à nos analystes, bah, tiens, trouvez-nous des entreprises de technologie qui ont vraiment un fort potentiel, etc. Il y a 10 ans, elles étaient toutes aux États-Unis. Et c'est très frappant qu'aujourd'hui, et dans plein de domaines de la technologie, qui est sur un domaine très, 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 très large, eh bien, c'est en Chine qu'ils en trouvent beaucoup. Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que sur les 10-15 dernières années, tout l'intérêt de la Chine, c'était la classe moyenne qui se met à consommer de plus en plus, et donc achetons des exportateurs européens, des exportateurs américains qui vont fournir cette classe moyenne qui veut acheter des marques européennes ou américaines. Et je pense que ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que ça sera plus, ce ne sera plus efficace de jouer la Chine via des entreprises européennes ou américaines. Je pense qu'il faudra vraiment investir dans des entreprises locales qui ont un très fort potentiel, et notamment dans les domaines liés à la technologie. D'accord. Voilà. Dernier slide. Hop, dernier slide, juste pour conclure tout ce que je viens de vous dire. Donc, première chose, cet ajustement entre un monde à plat, si j'ose dire, pas d'inflation, pas de croissance, rien ne se passe, et un monde avec de l'inflation, des taux d'intérêt qui montent, etc., c'est forcément une période d'ajustement. Donc, je pense à un degré de volatilité qui est tout à fait gérable, mais quand même, il faut gérer. Je pense que ça va être compliqué d'ailleurs la gestion passive dans un environnement comme ça. Il va falloir gérer. Deuxième observation, gérer, ça veut dire deux choses. D'abord, gestion tactique, parce qu'il y aura des mouvements importants à prendre, et puis les portefeuilles équilibrés. Je vais expliquer juste après ce que j'entends par portefeuille équilibré. Si je détaille par obligation, naturellement, la première des choses à faire, c'est gérer le risque de taux d'intérêt, de hausse des taux d'intérêt, et ça se gère. Il y a des tas d'outils à notre disposition pour gérer cela. Donc, c'est nouveau. Ça fait depuis littéralement le début des années 80, ça va peut-être pas parler à grand monde sur cette réunion, mais les taux d'intérêt baissaient depuis le début des années 80. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Donc il va falloir gérer cela. Et pour les actions, on l'a dit, il faut se rendre compte qu'un peu d'inflation, un peu de hausse des taux d'intérêt, ce n'est pas un problème. Mais s'il y a des périodes où les choses s'accélèrent, il faudra gérer ce risque-là. Et en attendant, il faut avoir des portefeuilles équilibrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Ça veut dire qu'il faut tenir les deux bouts de la ficelle, c'est-à-dire d'un côté, tenir compte du fait que l'économie va s'ouvrir, va s'accélérer. On a ce phénomène dont j'ai parlé. Et donc, il faut avoir en portefeuille des titres qui sont exposés à ces réouvertures économiques. On va sortir de l'endormissement des dernières années. Mais en face de cela, bien se dire que quand les marchés sont un petit peu instables, un peu bouleversés, ils se demandent un peu dans quelle direction ça va aller. Une des règles d'or qui, je pense, va jouer, a bien joué d'ailleurs en 2020 déjà, c'était une des causes de bonne performance, c'est que quand l'environnement général devient compliqué, les premières choses à faire, c'est de s'assurer que ce qu'on a en portefeuille, on l'a pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, on achète des entreprises sur lesquelles on a vraiment fait son travail d'analyse, il y a une qualité qui nous permet d'avoir confiance dans la croissance des résultats, dans la capacité, s'il y a l'inflation, à monter ses prix, une vraie qualité. Le danger en 2021, ce serait de se dire, achetons ce qui n'est pas cher, achetons uniquement ce qui va profiter de la hausse des taux d'intérêt en direct. Si c'est pour réduire la qualité de ce qu'on détient en portefeuille, c'est dangereux. C'est quelque chose qui peut marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois et qui derrière peut énormément décevoir. Donc un portefeuille équilibré, c'est oui, jouer la reprise économique qui va se jouer au deuxième semestre, mais pas au prix de détériorer la qualité des portefeuilles. Donc avoir aussi en portefeuille les entreprises de très grande qualité qui offrent de la stabilité dans un portefeuille. Voilà. J'étais peut-être un petit peu long, mais il se passe vraiment des choses tellement extraordinaires dans les marchés que je pense que c'est important de l'expliquer.
On a dépassé un petit peu, mais voilà, vu que c'est passionnant, c'est pas un problème, au contraire. J'ai juste arrêté la diapo pour qu'on puisse se voir en grand. Je pense que c'est mieux. Donc, les différentes questions que j'ai pu avoir, donc j'en ai une, par exemple, sur justement les portefeuilles avec les profils équilibrés et dynamiques. Comme quoi nos internautes sont avertis. Ils nous disent qu'aujourd'hui, on est plutôt exposé, votre portefeuille est plutôt exposé aujourd'hui à 60% à peu près, m'ont-ils mis, donc je suis d'accord avec eux, US et Europe, et alors que vous nous expliquez que justement la Chine et l'Asie vont repartir, donc pourquoi ne pas être plus exposé à aujourd'hui sur ces portefeuilles-là, sur la Chine et l'Asie? Il faut savoir que vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Bon. Il faut savoir que les portefeuilles internationaux, donc Carmignac Investissement, Carmignac Patrimoine, Carmignac Global Bond, etc., sont des portefeuilles vraiment globaux. Donc, eux ont une part très importante qui est investie sur le monde émergent et l'Asie en particulier. Carmignac Investissement, Carmignac Patrimoine aujourd'hui, sur la partie action, sont très surpondérés, c'est-à-dire par rapport à ce que serait un indice de marché neutre, très surpondéré sur la Chine. D'accord. Et j'ai une autre question. Il me demande donc, pourquoi ne pas intégrer davantage de fonds Carmignac dans la gestion des différents profils. Exemple, il me met Carmignac émergent, Carmignac long short European Equities, Carmignac patrimoine Europe. Alors ça, il faudrait la poser la question à celui qui, comme disait Pierre, je vous gère. en live. Oui, non, mais c'est très bien, gère les allocations. C'est tout l'intérêt et je trouve ça vraiment la vertu de ces gestions profilées. C'est parce que je vois parfois des fonds de fonds, mais toute la difficulté, bien sûr, c'est de vraiment bien connaître chacun des fonds entre lesquels on crée un portefeuille de fonds. Et là, l'avantage du gérant, c'est que naturellement, il connaît parfaitement chacun des fonds qu'il met dans le profil. Et donc, ça lui permet à un instant T de se dire, je vais mettre ce fonds-là plutôt qu'un autre parce que je vois bien, compte tenu de la construction générale que je souhaite, que ça reflète mieux aujourd'hui le positionnement. Peut-être que dans 3 mois ou dans 2 mois, il mettra plus de Carmignac émergent ou moins de long short, j'en sais rien. Ça lui permet vraiment une granularité ou une finesse de gestion active alors c'est à lui de jouer hein, Oui. et de faire ça bien, ce qu'il a très bien fait d'ailleurs en 2020. Et donc, voilà, il gère ça de manière active et ce sera intéressant de voir dans 3 mois, il aura comme pondération, elles seront peut-être différentes. Il faut bien avoir en tête que c'est vraiment une photo, effectivement, à l'instant T, hein, qu'elle évolue. Les fonds qui viennent d'être évoqués, alors j'ai pas tout l'historique en tête des fonds qui étaient présents dans la gestion pilotée, mais par exemple, Émergent l'a été. Donc c'est vraiment une photo à l'instant T qui évidemment évolue très, très souvent pendant l'année. Merci, super. Donc ça, c'est clair. Ensuite, j'ai une autre question. Donc déjà, on nous remercie pour le webinaire et pour les différentes interventions. Il me met votre message se veut rassurant et tant mieux. Comment expliquer par contre la réaction des marchés la semaine dernière suite à une légère remontée des obligations US? Le marché des actions a perdu entre 5 à 8% en 2 jours. N'est-ce pas les prémices d'une correction plus sévère du marché sur les semaines à venir? C'est ce que j'appelle les marchés volatiles. Hein. On a eu les marchés volatiles, obligations comme actions. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui est le passage d'un régime à un autre. On passe d'un régime de, on va dire, 15 ans de taux d'intérêt extrêmement faible, pas d'inflation, pas très peu de croissance, etc., à un régime qui va pouvoir être sensiblement différent, avec plus de croissance, plus d'inflation, des taux d'intérêt plus élevés. C'est toujours compliqué le passage d'un régime à un autre, et donc ça crée de la volatilité. Et on a eu la semaine dernière, en effet, hein, quelques journées quand même assez violentes. Hein. Nous, c'est quand j'écris là des marchés en 2021 probablement volatiles, c'est exactement ça ce dont je parle. Et ce qui fait d'ailleurs que nous, nos taux d'exposition tactiquement, je disais qu'il fallait avoir une gestion tactique, nos taux d'exposition, donc qui est géré de manière active et tactique, sont assez faibles aujourd'hui, hein, précisément pour amortir considérablement ces périodes comme on a eu la semaine dernière. Donc, ce qu'on a eu la semaine dernière, je pense qu'on va l'avoir de nouveau. C'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Ce n'est pas
c'est pas un long fleuve tranquille hein, de passer d'un régime à l'autre. Mais ça se gère. Mais ça se gère, c'est ça ce que vous expliquez. On ne peut pas rester sur de la gestion passive. Là, ça va vraiment se gérer. Donc, j'ai une autre question. Bonjour, Monsieur Saint-Georges. Depuis les 2-3 dernières années, les investisseurs sont-ils complètement revenus sur les marchés actions? Dit autrement, que nous disent les flux investis en actions, en obligations et en monétaire? Oui, ça, c'est une question de quelqu'un qui suit ça de près parce qu'effectivement, oui. C'est très, très bien. On a des gens avertis hein, sur Épargne-Ici-Vous. On a des gens, des gens parce qu'effectivement, c'était quelque chose de vraiment que je trouvais assez paradoxal, c'est-à-dire que on était dans une période jusqu'à l'année dernière où franchement les taux d'intérêt rapportaient quasiment plus rien, et pour autant les flux continuaient d'aller vers les obligations. Et alors je peux vous dire à votre invité que en effet, ça y est, ça change depuis très peu de temps, hein. Depuis en gros la fin de l'année dernière. C'est à peu près depuis le mois de novembre. Les flux actions reviennent de manière significative. Ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs, si on rapproche cette question de la précédente, je regardais les chiffres de flux de la semaine dernière, donc avec des marchés actions qui étaient quand même secoués. Eh bien, les flux vers les actions ont continué. Ce qui est une chose comme plutôt rassurante, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui consiste à dire oui, c'est vrai, à court terme, c'est bousculé, mais si le changement de régime consiste à aller vers davantage de croissance, un peu plus d'inflation, etc., il vaut mieux être dans les actions que dans les obligations. Et ça me rassure plutôt que ça se reflète dans des flux actions qui aujourd'hui sont devenus positifs. D'accord, bon, super. Ensuite, une autre question. Donc, on a eu dernièrement le Brexit, les élections américaines, mais ça n'a pas eu un vrai impact sur les marchés. Donc, en gros, la question, c'est que je traduis, c'est qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, en géopolitique ou politique, impacter les marchés? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, le Brexit, c'était quand même pas une petite chose, les élections américaines non plus, et il y a eu quand même relativement peu d'impact. Alors, je contesterai un petit peu votre observation. C'est vrai que le Brexit a eu assez peu d'impact parce qu'au niveau européen, le Covid a absolument tout écrasé. Et en plus, le Brexit était quand même prévu de longue date, donc ça n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. En revanche, dire que les actions américaines n'ont pas eu d'effet, si, elles ont eu un effet, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là depuis quelques minutes. Cette hausse des taux d'intérêt, ces anticipations de croissance plus fortes, etc., sont liées en partie importante aux élections américaines. Hein. C'est quelque chose de majeur. Hein. Il ne se passerait pas la même chose si Trump avait été réélu. Il faut voir que en ce moment même, à l'heure où on parle, le Sénat américain est en train de voter un budget d'urgence aux États-Unis de la bagatelle de 1900 milliards de dollars. Et il est prévu qu'au mois de juillet-août prochain, de nouveau, l'administration Biden soumette au vote du Parlement, enfin du Congrès américain, qui va le voter parce que les démocrates ont la majorité, un plan de relance supplémentaire de même taille ou à peu près, plan de dépenses d'infrastructure, de dépenses pour l'environnement, pour l'éducation, pour la santé, etc. Donc, on a un plan de relance de l'économie américaine qui est une des raisons majeures de ces hausses de taux d'intérêt. Donc, c'est vrai que là, ça a quand même un impact tout à fait important. Maintenant, sur le plan géopolitique, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pense que là, il y a quand même un sujet potentiel qui peut-être est sous-estimé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces relations entre la Chine et les États-Unis. Je trouve moi, que les médias, etc., ont tendance à considérer que finalement tout est apaisé maintenant que Trump n'est plus là, alors qu'en réalité, je pense que fondamentalement, oui, il y a bien un petit peu un télescopage entre les ambitions globales de la Chine et celles des États-Unis. Et que ce télescopage, il n'est pas exclu qu'à certains moments dès cette année, notamment dans la mer de Chine du Sud, hein, autour de Taïwan, qu'il puisse y avoir des escarmouches. Je vous disais tout à l'heure que
pétrole du 21e siècle, c'est les semi-conducteurs. Or, il se trouve que le pays qui est plus en pointe même que les États-Unis sur la production de semi-conducteurs, c'est Taïwan. Or, Taïwan est par excellence un pays extrêmement contesté, puisque la Chine considère que Taïwan fait partie de la Chine, alors que naturellement, les États-Unis et l'Europe aussi, mais en particulier les États-Unis, considèrent que bien sûr que Taïwan est un pays indépendant. Et donc, rien que sur un plan économique, ce cœur de l'expertise en matière de semi-conducteurs qui se trouve à Taïwan, rien que ça pourrait être un objet de tension entre la Chine et les États-Unis. Donc voilà, s'il y a un sujet quand même sur lequel on garde un œil très affûté sur 2021, sur le plan géopolitique, ce serait cette tension entre Chine et États-Unis au sujet de Taïwan. Très bien, merci. J'ai plus de questions, donc par rapport à ça, je pense que vous avez su répondre à tout. Donc merci surtout pour toutes ces explications. C'était très clair et je dirais ça nous donne la vision justement de la maison Carmignac. On vous en remercie. On va conclure parce qu'en plus on est un petit peu en retard, on a un peu débordé, mais les sujets sont passionnants, donc c'est parfait. Messieurs, je vais vous remercier, à part si vous aviez des choses à rajouter les uns les autres. Moi, je voulais juste dire que je vous remercie grandement d'avoir accepté cette invitation pour ce premier live Parlons Finance. Je pense que tout le monde aura été ravi et vous avez apporté plein de réponses à beaucoup de questions que les gens se posent. Je pense qu'on est en train, comme vous l'avez dit si bien, d'être à une période très excitante sur les marchés, très excitante sur l'économie, très excitante. Voilà, donc beaucoup d'interrogations et beaucoup de réponses que vous avez apportées ce soir. Merci encore, messieurs, d'avoir répondu présent à ce live. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci, je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt pour se retrouver pour un prochain live. À bientôt, au revoir. Merci à tous nos clients. Merci à nos clients, au revoir. Au revoir.